Tu as les poignets liés par une corde et le dos ouvert par les coups de fouet. Face à toi, un homme en perruque blanche fait monter les enchères. Tu es le lot numéro 12. C'est ainsi que commençait la vie de millions de personnes arrachées à leur terre natale en Afrique. Mais bien avant tout cela, l'Afrique était un continent prospère et la couleur noire était un véritable symbole de statut. Tu te trouves dans l'Empire du Mali au XIVe siècle. C'est là que vivait Mansa Musa, l'homme le plus riche de l'histoire. Les Noirs étaient dans de grands commerçants et de fiers guerriers, et ils possédaient des bibliothèques prestigieuses qui attiraient des érudits venus d'autres cultures. Et le plus important, aucun système ne vous assignait d'infériorité en raison de votre couleur de peau. Mais cette vision est sur le point d'être brisée. Sur les côtes du golfe de Guinée, des navires aux drapeaux inconnus apparaissent. D'abord, ils apportent des miroirs, des tissus et des babioles. Ensuite, des armes. Et derrière les armes, un nouveau système de valeurs émerge. Un système où ton propre corps commence à avoir un prix. Et ce prix, loin d'être un symbole de richesse, représente en réalité une forme de capture. Personne ne le sait encore, mais tu te trouves aux portes d'une transformation globale où le continent le plus diversifié et autonome du monde sera réduit à une simple caricature de pauvreté, de chaos et d'obscurité. Revenons au tout début. On vient tout juste de te vendre à ton nouveau propriétaire, mais tu ne comprends absolument rien. Tu n'as enfreint aucune loi et tu n'as commis absolument rien de mal. Ton unique péché a été de naître avec la mauvaise couleur. Au mauvais moment, on t'attache et on te marque. Et avant même que tu ne puisses comprendre quoi que ce soit, te voilà sur un bateau en route vers un continent dont tu ignorais même l'existence. L'air sent la putréfaction et tu n'as pas touché terre depuis des semaines. Certains autour de toi se jettent à la mer pour tenter d'échapper à leur sort. D'autres meurent simplement enchaînés, et toi, tu survis. Mais la véritable horreur n'a pas encore commencé. Quand le bateau arrive, un homme blanc t'examine comme si tu étais un cheval. Il regarde tes dents, tes muscles et ton âge, et puis il te met un numéro sur la poitrine. Ce numéro est ton nouveau nom. Personne ne te demande ce que tu sais faire. Personne ne te propose d'accord. Désormais, ta seule fonction sera de travailler jusqu'à ce que ton corps se brise ou qu'il soit remplacé. Le monde a inventé une catégorie pour toi, esclave noir. Et cette étiquette sera exportée, normalisée et légalisée pendant des siècles. C'était ça être noir au XVIIe siècle, dans les Caraïbes, au Brésil et dans le sud des États-Unis. Ton corps était un atout et ta vie un investissement. Mais au milieu de cette horreur, quelque chose commence à se former. De petits actes de résistance, des chants codés, des évasions nocturnes et des esclaves qui s'opposent, même au péril de leur vie. Car même si tout autour de toi te dit que tu ne vaux rien, il y a une étincelle que personne ne peut éteindre, la volonté d'être libre. Et la fin de l'esclavage n'a pas vraiment apporté la liberté. Ce qui suivit fut plus subtil, plus légal et, dans certains cas, tout aussi cruel. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'esclavage transatlantique ne fut pas seulement une tragédie humaine, mais un système économique mondialisé. Plus de 12 millions d'Africains furent transportés de force vers les Amériques entre le XVIe et le XIXe siècle. On estime qu'au moins 2 millions d'entre eux périrent durant le voyage. Ils ne sont même pas arrivés vivants à destination. Le Portugal et la Grande-Bretagne furent responsables de près de 70% de toute la traite. Et le Brésil reçut près de 40% de tous les esclaves africains du monde, tandis que les États-Unis n'en reçurent que 4%. Mais là-bas, les descendants se multiplièrent car l'esclavage devint reproductif. Oui, les esclaves étaient contraints d'avoir des enfants, non pas pour fonder une famille, mais pour accroître le capital de leur maître. Le quotidien d'un esclave était bien pire que tout ce que l'on peut imaginer. Votre journée de travail débutait avant le lever du soleil et pouvait s'étendre sur une durée allant jusqu'à 16 heures. Canne à sucre, coton, tabac, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu ne puisses pas t'arrêter. Un esclave qui se brisait ou tombait malade trop tôt représentait une perte d'argent. Celui qui parvenait à résister était exploité jusqu'à ses dernières limites. Et si jamais l'idée de t'échapper te traversait l'esprit, les conséquences étaient absolument brutales. Mutilation, châtiment public infligé avec des fouets d'acier, des colliers à pointe pour t'empêcher de dormir et dans les cas les plus extrêmes, on t'exécutait comme un avertissement terrifiant pour les autres. Mais le plus pervers, ce n'était pas seulement l'atteinte physique, mais bien la tentative d'anéantir ta mémoire, par une méthode appelée technique d'effacement culturel. Ton nom d'origine disparaissait complètement, et on t'en attribuait un autre. Ta langue était sévèrement punie et ta religion strictement interdite. Les familles étaient systématiquement séparées lors des ventes aux enchères, afin d'éviter que tu te sentes appartenir à un groupe. Moins tu savais qui tu étais, plus il était facile d'accepter qui il disait que tu étais. Et pourtant, quelque chose persistait. Ces systèmes n'étaient pas toujours parfaits, et des fissures apparaissaient parfois.
Des chants codés avaient tendance à émerger, de nouvelles cultures hybrides pour se camoufler et passer inaperçues, et d'autres types de signaux laissaient transparaître l'instinct de survie de l'être humain. Par exemple, Follow the Drinking Gourd n'était pas qu'une simple chanson enfantine. C'était une route secrète, codifiée, pour s'échapper vers le nord, en se laissant guider par l'étoile polaire. Les esclaves d'Haïti mélangeaient habilement les symboles catholiques avec les divinités africaines du vaudou. Ils agissaient ainsi afin de dissimuler leurs croyances profondes à leurs maîtres, sans pour autant les abandonner. Au Brésil, la pratique du candomblé procédait de la même manière. À Cuba, la santeria. Chaque région a adapté ses propres outils, mais l'objectif restait le même, maintenir vivante une racine qu'ils ne pouvaient pas tuer. Même la langue est devenue un véritable champ de résistance. Les créoles, tels que le patois ou le palenquero, sont nés de mélanges entre les langues africaines, l'espagnol, l'anglais ou le français. Et puis, il y a eu la rébellion. Parce que oui, il y a aussi eu de la rébellion. En Haïti, les esclaves ont conquis leur liberté par la force. La révolution de 1791, menée par des figures emblématiques telles que Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, a vaincu les forces françaises et a fondé le tout premier pays. Libre et gouverné par des personnes noires. Et aux États-Unis, même si de nombreuses révoltes ont été brutalement réprimées, comme celle de Nat Turner en 1831, chacune a laissé une brèche, une faille, qui montrait que même le châtiment le plus sauvage ne pouvait éteindre l'idée de dignité. Mais alors, l'abolition est arrivée, et avec elle, un autre masque. Il n'y avait pas de terre pour recommencer, ni de justice. Seule une nouvelle forme de contrôle déguisée en liberté a émergé. Quelques années seulement après l'abolition, le sud des États-Unis a inventé une nouvelle forme d'oppression, les lois Jim Crow. Une série de règles qui, sans jamais mentionner le mot « esclave », indiquaient très clairement ce que vous étiez. Une personne noire qui devait rester à la place qui lui était assignée. Et que signifiait être libre dans ce nouveau système? Imaginez-vous marcher dans la rue et ne pas pouvoir utiliser les mêmes toilettes, le même wagon de train, ou vous asseoir sur le même banc d'un parc si une personne blanche l'occupait déjà. Si l'on vous regardait de travers et que vous répondiez, vous pouviez être lynché. Même la réussite économique pouvait être un motif de punition. Les écoles destinées aux Noirs étaient mal financées, sans livres ni pupitres en bon état. Les hôpitaux refusaient d'admettre des patients noirs si tous les lits étaient déjà occupés par des patients blancs. Les universités les plus prestigieuses rejetaient simplement votre candidature. Et tout cela n'était pas une anomalie, c'était la loi. Mais pendant une courte période appelée la Reconstruction, entre 1865 et 1877, il y eut une lueur d'espoir. Des amendements constitutionnels furent adoptés, promettant l'égalité. Certains Afro-Américains ont même accédé au Congrès, comme Hiram Revels, le tout premier sénateur noir en 1870. Mais cette opportunité ne dura malheureusement pas longtemps. Des groupes tels que le Ku Klux Klan ont commencé à semer la terreur. Et lorsque les forces fédérales se sont retirées du Sud, tout est revenu à une certaine normalité. Une normalité où le racisme redevenait une véritable politique d'État. Depuis 1896, avec la célèbre affaire Plessy contre Ferguson, la Cour suprême a légalisé la doctrine « séparés mais égaux », qui a permis que les écoles, les espaces publics et même les cimetières soient ségrégés par la loi. Pendant plus de 50 ans, si un Afro-Américain protestait, s'organisait ou simplement se faisait trop remarquer, il était considéré comme une menace, et le châtiment s'abattait. Entre 1880 et 1950, plus de 4000 personnes noires furent lynchées aux États-Unis. Certaines étaient exhibées sur des cartes postales. Oui, comme si c'était une foire. D'autres étaient brûlées vifs devant des foules. L'un des cas les plus tristement célèbres fut celui d'Emmett Till, un jeune garçon de 14 ans, torturé et assassiné en 1955 pour avoir prétendument flirté avec une femme blanche. Sa mère, Mamie Till, a décidé de montrer son corps dans un cercueil ouvert. Cette image fut si puissante qu'elle déclencha une vague d'indignation nationale. Mais ce fut une exception. La norme était le silence. Et pendant ce temps, dans l'ombre et sans que personne ne le voie venir, dans les églises, les salons de coiffure, les cafés et les sous-sols, la communauté noire s'organisait pacifiquement et sans violence. Ils voulaient montrer à la société qu'ils étaient tout aussi capables. Il y eut des écoles fondées par d'anciens esclaves, des journaux écrits par et pour les Afro-Américains, et peu à peu, une identité collective qui ne demandait plus la permission d'exister. La musique a joué un rôle crucial. Le blues, le jazz et le gospel étaient des formes d'expression pour raconter une expérience que le système voulait faire taire. Être noir à cette époque, c'était vivre sous une menace constante. Mais c'était aussi créer de la beauté au milieu du siège. Et cela a préparé le terrain pour ce qui allait suivre. Une génération qui n'était plus prête à baisser la tête et qui était déterminée à se battre pour ses droits.
Mais pendant ce temps, dans d'autres coins du monde, la nouvelle de l'abolition venait tout juste d'arriver. Et l'Europe a compris que si elle ne pouvait plus exploiter des corps asservis, elle le ferait avec les terres qui les avaient vus naître. En 1884, lors de la conférence de Berlin, les pays européens se sont partagés l'Afrique sur une carte, sans consulter une seule personne africaine. La France, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne et d'autres puissances ont imposé leurs drapeaux, leurs langues et leurs systèmes sur la quasi-totalité du continent. Et elles l'ont fait sous un discours de civilisation qui dissimulait une réalité bien plus brutale. Les écoles enseignaient l'histoire européenne, les langues locales étaient interdites et les noms africains effacés des registres. Au Congo, sous le contrôle personnel et direct du roi Léopold II de Belgique, des millions de personnes sont mortes ou ont été mutilées pour ne pas avoir respecté les quotas de production de caoutchouc. Dans les colonies françaises, des lois spéciales s'appliquaient uniquement aux populations natives, avec des arrestations sans jugement, des tortures et des travaux forcés. Dans tout le système colonial, être noir, c'était être en marge, même sur sa propre terre. Mais malgré la répression, des formes de résistance ont émergé. Les traditions étaient présentes préservées oralement, les croyances des Africaines se mêlaient aux religions imposées et des mouvements politiques commencèrent à s'organiser. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe étant affaiblie, les luttes pour l'indépendance sont devenues irrésistibles. En 1957, le Ghana est devenu le tout premier pays africain à accéder à l'indépendance et au cours des décennies suivantes, plus de 30 nations ont réussi à se libérer du joug colonial. Tandis que l'Afrique retrouvait sa propre voie, de l'autre côté de l'océan, une nouvelle génération noire se préparait à son tour. Ils ne luttaient donc pas contre des colonisateurs, mais contre des lois internes. Mais l'objectif était le même, exister avec dignité. Aux États-Unis, la ségrégation légale était encore bien présente dans chaque recoin du sud du pays. Et c'est là qu'est née une génération déterminée à tout défier. Martin Luther King a mené des boycotts et des marches, tandis que Malcolm X levait le poing avec une autre forme de combativité. Le message était clair. Dans les rues du sud, des jeunes gens risquaient leur vie simplement pour s'asseoir au même comptoir qu'une personne blanche. En Oakland, les panthères noires patrouillaient armées dans leur propre quartier, car elles savaient que personne d'autre ne viendrait les protéger. Et ce n'était pas seulement une bataille locale. De l'autre côté de l'océan, des pays comme le Ghana, l'Algérie ou le Nigeria rompaient avec le colonialisme européen. Certains ont gagné leur indépendance par des élections, d'autres avec des fusils. Mais tous avaient la même chose. La dignité ne se négocie pas. La musique et les idées traversaient les frontières. À New York résonnait le jazz, à Lagos, l'afrobeat. Dans les universités noires d'Amérique, on lisait et étudiait Fanon, tandis qu'en Afrique, on discutait activement de panafricanisme et de l'unité continentale. Les luttes étaient différentes, certes, mais elles devenaient de plus en plus connectées. Et grâce à cette connexion grandissante, l'identité noire a véritablement commencé à se transformer. Il ne s'agissait plus uniquement de survivre, mais bien de s'organiser, de prendre la parole et de créer. Cependant, le système en était parfaitement conscient. Malcolm a été assassiné, King aussi, et de nombreux dirigeants africains ont subi le même sort, car le fait d'être noir représentait toujours une menace. Malgré tout, une chose était devenue irréversible. Pour la toute première fois depuis des siècles, être noir signifiait aussi avoir une voix. Ils ne le savaient pas, mais dans un quartier défavorisé du Bronx, un groupe de jeunes noirs venait tout juste de créer un nouvel idiome qui allait rapidement dominer la planète entière. Le hip-hop. Alors que les informations parlaient bon de drogue, de pauvreté et de violence, eux, ils répondaient avec des beats, des graffitis et des vers qui racontaient de la vérité que personne ne voulait entendre. Le racisme était toujours présent, mais ce n'était plus seulement la loi. Désormais, il se manifestait sous forme d'étiquettes, de stéréotypes et de chaînes invisibles. La musique est devenue un récit. Le cinéma un miroir et la mode un code. Dans les années 80 et 90, les artistes noirs sont passés de la marginalisation à dicter les tendances mondiales. Public Enemy dénonçait la surveillance étatique. Tupac parlait de racisme systémique et de brutalité policière. Spike Lee mettait en scène des quartiers que l'industrie hollywoodienne avait délibérément ignorés depuis des décennies. La culture noire cessa d'être considérée comme une simple sous-culture pour devenir un véritable moteur économique. Et cela en effraya beaucoup, car si auparavant le système s'imposait principalement par des lois, il agissait désormais par la surveillance, l'emprisonnement et l'exclusion. Aux États-Unis, durant la guerre contre les drogues, l'incarcération de masse a touché de manière disproportionnée les hommes noirs. Malgré une consommation de drogue à des taux similaires, ils étaient aussi 4 fois plus susceptibles d'être emprisonnés que les Blancs. Ce n'étaient mais pas des lois racistes, mais leurs effets l'étaient bel et bien. En Afrique du Sud, après des décennies d'apartheid, Nelson Mandela fut libéré de prison après 27 années et accéda à la présidence. Et le pays célébra sa liberté sans pour autant effacer les systèmes d'inégalité qui continuaient d'opérer sur le plan économique, foncier et de la représentation.
Être noir dans les années 90 était un nouveau type de contradiction. La télévision te montrait des triomphes, mais le système, lui, t'imposait des limites. Tu pouvais rêver d'un Grammy, mais pas d'une seconde chance si tu étais né dans le mauvais quartier. Tu pouvais être une grande star de cinéma et pourtant te faire suivre par un agent de sécurité dans un magasin. De nos jours, on peut voir des personnes noires en couverture de magazines, récompensées, à la tête de grandes entreprises ou même diriger un pays. Mais cela ne signifie absolument pas que le racisme ait disparu. La forme a juste changé. Quand Barack Obama a été élu président en 2008, beaucoup l'ont vu comme un symbole de changement. Et pourtant, quelques années plus tard seulement, l'assassinat de jeunes hommes noirs comme Trayvon Martin ou Michael Brown a de nouveau montré que ta couleur peut encore te coûter la vie, même sans avoir rien fait. C'est ainsi qu'est né Black Lives Matter, d'abord comme un message, puis comme un mouvement qui s'est étendu à travers le monde entier. Les caméras enregistrent désormais ce qui était ignoré auparavant, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il y ait justice. Aujourd'hui, le racisme n'est pas toujours ouvertement affiché. Parfois, cette réalité se retrouve dans les algorithmes, dans les curriculums vitae qui restent sans réponse, dans les quartiers délaissés par l'investissement et dans les contrôles de police sélectifs. Être noir peut encore signifier devoir prouver constamment sa valeur, qu'on n'est pas une menace et qu'on mérite pleinement d'être là où l'on est. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de visibilité. La culture noire est un moteur pour la mode, la musique, le cinéma et le langage. Son influence est véritablement globale. De Paris à New York, une nouvelle génération noire est en train de raconter sa propre histoire, avec sa propre voix. Il n'y a pas que la lutte, il y a aussi la fierté, la création et la communauté. Mais ce qui est évident, c'est que même aujourd'hui, être noir demeure un acte politique. N'oubliez pas de soutenir ce contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très curieuse qui vous plaira.